Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour un webinar sur comprendre la géothermie en 30 minutes. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants pour vous parler de la géothermie. Xavier Mock de l'AFPG, ingénieur expert en géothermie, et Martin Pontal, terrain 10 groupe Elidan, prescripteur national. Je vous laisse prendre la parole, messieurs. Je vous invite à poser vos questions. Vous avez un onglet questions à votre disposition sur la droite de votre écran et vous avez un onglet chat si vous le souhaitez. Merci. Alors bonjour à tous, merci de vous être inscrits pour ce webinaire. L'objectif vraiment global de cette présentation va être de parler très succinctement de la géothermie, de comprendre avec des mots simples comment ça fonctionne, et puis de rentrer un tout petit peu dans la technique avec Xavier qui a justement ses compétences que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Xavier Mock de la FPG. Effectivement, aujourd'hui, nous allons essayer de dépeindre les solutions de géothermie, donc ceci en commençant par revenir sur les différents types de géothermie, comment ça fonctionne, et puis en détaillant de façon un peu plus poussée les technologies qui correspondent à ce qu'on appelle la géothermie de surface. Pour le moment, je n'en dis pas plus. On vous montrera au sein de notre présentation ce qu'est la géothermie de surface. Donc, pour commencer, on vous propose de revenir sur cette notion même de géothermie. Ce mot de géothermie, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, pour ceux qui sont forts en étymologie, géo, c'est la terre, thermie, c'est la chaleur, les échanges d'énergie sous forme de chaleur. Et donc la géothermie, c'est l'exploitation de cette énergie qui est naturellement contenue dans la Terre. Donc la Terre, vous savez sûrement qu'il y a différentes strates et que plus on s'approche du noyau de la Terre et plus il fait chaud. Pour vous donner un ordre de grandeur, au centre de la Terre, on atteint des températures qui sont comparables à celles de la surface du Soleil. Ensuite, pour tout un tas de raisons, on ne peut pas pousser le parallèle beaucoup plus loin entre la géothermie et l'exploitation de l'énergie solaire, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de ces chaleurs qui sont disponibles. Évidemment, quand on fait de la géothermie, ce serait trop compliqué de partir jusqu'au centre de la Terre, jusque dans le noyau. On n'a probablement pas beaucoup de matériaux qui sauraient accéder à ces températures. En outre, ça reviendrait très cher. Et donc, on va plutôt se contenter de rester dans les quelques premiers kilomètres de la croûte terrestre, voire même les quelques premières centaines de mètres ou les premiers mètres, selon ce qu'on cherche à faire. En tout cas, le message qu'on tient à faire passer ici, c'est que on a une énergie qui est présente, qui est là sous nos pieds, donc on fait difficilement plus local. Et la seule question, c'est de savoir comment on peut faire pour réussir à l'exploiter. Le fait qu'elle soit là, ça c'est indéniable. Le sol sous nos pieds à une certaine température et on peut venir prendre de la chaleur, voire en céder à l'intérieur. En France, du coup, on a l'association dans laquelle je travaille, la FPG, qui fédère les différents professionnels de la géothermie, les différentes parties prenantes. Et on structure notre discours pour orienter la géothermie en deux grandes catégories. Une géothermie dite profonde. L'application, c'est soit de produire de l'électricité, soit de produire de la chaleur. On peut tout à fait faire les deux à la fois. Éventuellement, il peut y avoir des coproductions, par exemple de l'extraction minière. Typiquement, pour extraire le lithium dont on se sert dans les batteries électriques. Et également la géothermie dite de surface, celle qu'on va vous présenter un peu plus longuement dans ce webinaire, qui a comme application de chauffer ou de rafraîchir des locaux. Donc on se place typiquement à l'échelle d'un ou de quelques bâtiments quand on est dans la géothermie de surface. Donc
Toutefois, avant d'entrer plus avant dans cette géothermie de surface, je vais revenir sur les différentes technologies de géothermie, les différentes possibilités qu'on a d'extraire l'énergie. Vous voyez ici sur la carte de gauche des nappes d'eau souterraines ou des réservoirs qui contiennent très vraisemblablement de l'eau, qui sont bien connus, à des profondeurs qui varient ici entre 500 et 2500 mètres. Donc là, on parle de températures qui sont comprises typiquement de 30 à 90 degrés. Et c'est assez efficace de se servir de la géothermie, de ce type de géothermie, pour des utilisations de type réseau de chaleur, ou bien des process industriels qui sont relativement gourmands en énergie, surtout en énergie de chauffage, comme par exemple tout ce qui va être serre ou bien pisciculture. Sur la carte du milieu, cette fois, on va descendre plus profondément. On va être de 3 à 5 km typiquement de profondeur, avec des températures qui varient, pour faire simple, entre 100 et 200 degrés. À partir avec ces températures-là, on est tout à fait capable de faire tourner des turbines et de produire de l'électricité. Et quitte à avoir ensuite derrière une température relativement élevée qu'on pourrait venir remettre directement dans le sous-sol, on va plutôt s'en servir pour aller alimenter des réseaux de chaleur ou bien des process qui ont des besoins de température élevée à proximité. Sur la troisième illustration, alors ici, on rappelle que la France n'est pas limitée à sa métropole et puis qu'on a en Outre-mer également des conditions qui sont un peu différentes. C'est de la géothermie de type volcanique. Donc là, on réussit à avoir à des profondeurs qui sont relativement faibles, donc généralement quelques centaines de mètres ou jusqu'à 1 kilomètre maximum, des températures qui sont très élevées. Et on peut venir utiliser ces températures-là pour les mêmes applications que données juste avant, donc essentiellement de la fabrication d'électricité et éventuellement également de la fabrication de chaleur, la question étant toujours de savoir s'il y a des besoins de chaleur à proximité de l'endroit où on fait ces forages. Donc typiquement, aux Antilles, les besoins de chaleur pour du résidentiel sont évidemment très différents de ce qu'on connaît en métropole. Pour la suite du webinaire, on va plutôt rester sur la géothermie de surface. Donc, la géothermie de surface, c'est quelque chose qui n'est pas défini de façon extrêmement rigoureuse, mais pour faire simple, c'est celle qui nous permet d'avoir des applications en chaud comme en froid. Si on s'aligne sur la réglementation, on tend à dire que c'est jusqu'à peu près 200 mètres de profondeur. Comme Martin vous le présentera tout à l'heure, c'est pas parce que c'est jusqu'à 200 mètres de profondeur qu'on est obligé de descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. On peut tout à fait s'arrêter typiquement à 1 mètre de profondeur et exploiter déjà la chaleur ou la fraîcheur du sous-sol. Donc cette fois, c'est une géothermie où il n'y a pas de zone vraiment privilégiée, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on est certain d'avoir sous nos pieds un sol qui va être tiède. Ce sol tiède va nous permettre d'échanger du chaud comme du froid, donc de puiser de la chaleur ou de puiser de la fraîcheur dans le sous-sol. On vous a mis ici une carte de France qui correspond à une cartographie réglementaire. Donc, globalement, il n'y a aucun souci, la carte est au vert à peu près partout. Il y a quelques endroits où on est dans du orange, donc là, c'est juste d'un point de vue réglementaire, ça signifie qu'un expert viendra valider le fait qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir une géothermie qui fonctionnera correctement, qui s'installera bien surtout.
Et enfin, pour les parties qui sont en rouge, j'insiste beaucoup, le rouge est un mauvais choix de couleur. Ce sont encore des endroits où on peut faire de la géothermie, mais simplement ici, en plus de l'expert, l'administration viendra regarder d'un peu plus près le dossier. Et du coup, les contraintes de calendrier risquent d'être un petit peu plus élevées. C'est un peu plus long de mener un projet de géothermie dans ces zones rouges. Voilà. Je vais laisser la parole à Martin pour qu'il puisse nous présenter les différents systèmes de géothermie de surface qu'on sait installer. Merci Xavier. Je compléterai juste la carte d'avant en disant que l'idée générale de cette carte, c'est de se dire au niveau de mon planning pour le projet, de mon étude de faisabilité, eh ben, si on va être sur une zone plutôt verte ou orange, ça peut être des délais qui sont convenables. Rouge, ça va prendre un peu plus de temps, donc il faut l'anticiper tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que la géothermie n'est pas faisable comme Xavier l'a dit. Pour les solutions de captage, donc on va rester en géothermie de surface, hein, dans cette couche à peu près des 200 premiers mètres de la Terre, on va avoir deux solutions, plutôt deux familles, les boucles ouvertes et les boucles fermées. Donc, pour tout ce qui va être boucle ouverte, eh ben, comme son nom l'indique, c'est ouvert sur l'énergie qu'on va venir puiser. C'est-à-dire que on a notre besoin de captage, on va aller chercher par des forages, par des puits de forage, l'eau qui est présente dans une nappe ou dans des aquifères superficiels. Le but est du coup faire circuler cette eau, donc on est bien conscient que le puits de captage va être distancé du puits de rejet pour éviter justement qu'on ait un recyclage de cette énergie qui est légèrement montée en température. Autre chose aussi à être sur laquelle il faut être vigilant, c'est que cette technologie-là, si tout le monde l'utilise, on peut avoir un réchauffement donc léger de cette nappe-là et du coup être bloqué dans certaines régions sur cette technique-là. Donc, comme on l'a dit avant, hein, il faut étudier en amont la faisabilité, savoir si c'est possible d'aller sur les nappes. On va pouvoir aller chercher des puissances qui sont importantes étant donné qu'on va avoir un débit important d'eau de puisement dans cette nappe. Et donc, voilà, après, le projet va se monter de cette façon-là. Si on n'a pas la possibilité de faire sur nappe ou si on veut utiliser une boucle fermée qui n'utilise du coup pas cette eau-là, on a trois grandes familles qui se dessinent. La première, on est sur des sondes géothermiques verticales. Donc, typiquement, c'est une technique de forage. On verra sa mise en œuvre dans les prochaines diapositives. L'idée est de venir faire un forage entre 60 et 200 mètres et par un produit, donc des tubes qui vont descendre dans ce forage-là, protégés par un bouclier, on va venir aller jusqu'au fond de ce forage. Là, on est sur des techniques de forage, donc forcément, il y a un coût qu'il ne faut pas négliger, mais on a aussi des puissances qui sont assez importantes en termes de projet. On a une autre solution de captage qui est la corbeille géothermique. Cette corbeille-là a été développée en fait pour être l'intermédiaire entre les sondes géothermiques verticales qui nécessitent du forage et les capteurs horizontaux qu'on connaît historiquement, qu'on vient mettre dans le jardin pour des projets résidentiels, entre autres. La corbeille, pour faire simple, on a juste un trou à creuser. On va à 3,50 m de profondeur et du coup, on peut raccorder directement sur un collecteur qui, lui, est raccordé à la pompe à chaleur géothermique, plusieurs corbeilles qui vont nous permettre de pouvoir amener une puissance thermique ou frigorifique pour un projet allant de la villa à un bâtiment tertiaire, voire un bâtiment scolaire. Tout dépend de l'approche qu'on va vouloir avoir. Si on n'est que sur la gestion de l'inconfort d'un bâtiment tertiaire dans des périodes chaudes, la corbeille va très bien se prêter à ce type de réponse en termes de géothermie.
Les puissances calorifiques qu'on peut estimer, alors elles vont dépendre bien entendu de la conductivité thermique du sol et du champ de corbeille qu'on va mettre, mais on est entre 700 et 1200 watts par corbeille au niveau de l'installation. J'en ai parlé juste avant, les capteurs horizontaux. Bon, bah là, c'est typiquement la technologie, le captage qu'on va pouvoir mettre vraiment en surface, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà d'1 mètre de profondeur. On va venir dérouler notre serpentin et puis, bah, du coup, on va être sur des puissances de captage qui sont toujours en fonction de la conductivité du sol, entre 10 et 30 watts par mètre carré, sachant qu'on est sur une moyenne plutôt de 15 watts au mètre carré. Voilà ce qu'on va avoir comme solution de captage. Pour la mise en œuvre, du coup, la sonde géothermique verticale, on a quelques étapes. Alors, ici, on a dissocié en 8 étapes, mais il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. C'est pour vous expliquer schématiquement comment ça va se dérouler. On a une foreuse qui arrive, qui va venir faire le forage souhaité à la profondeur souhaitée. Donc là, c'est vraiment une technique spécifique qui est assurée par les foreurs. Hein. À savoir qu'aujourd'hui, pour certains projets, on a le label Quali-Forage qui permet de contrôler que le forage est bien fait dans les normes, avec un coulis géothermique, enfin, voilà, ces choses-là. Une fois qu'on a fait le forage, on va venir sur l'étape 5, là où on voit l'engin de manutention, on va venir dérouler la sonde géothermique qui est livrée en couronne et on va mettre un poids au bout pour que du coup on puisse descendre facilement toute la longueur. On rappelle qu'on est on peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur en France ou 300 au niveau européen. Une fois qu'on a déroulé nos sondes, on a un 5e tube qui vient dans ce forage-là et qui va nous permettre depuis le bas d'injecter un coulis géothermique qui a des meilleures propriétés en conductivité thermique qu'un béton. C'est pour ça qu'on utilise ce matériau-là. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on peut dire que le forage, la sonde géothermique verticale est installée et elle est prête à être raccordée. Ça, c'est pour les sondes géothermiques verticales. Pour les corbeilles, c'est une petite pelleteuse. Hein. Il suffit d'avoir un bras qui nous permette de creuser un trou jusqu'à 3,50 m. Et puis après, la corbeille est assez légère, donc elle peut être installée par 1 ou 2 personnes en fond de trémie et on va recouvrir avec la terre qu'on a enlevée cette corbeille-là. À savoir qu'on va peut-être faire quelques étapes en mouillant l'eau qu'on vient remettre par-dessus pour que le tassement permette d'avoir une surface d'échange avec le tube la plus importante possible. La dernière solution de captage, on est sur les capteurs horizontaux. Donc là, on vient faire notre plancher qui est à 80 ou 1 mètre en dessous en dessous du niveau final souhaité, pardon. Et du coup, on vient mettre notre serpentin, nos cavaliers qui vont tenir les tubes en respectant un écartement bien défini pour éviter de geler le sol. Voilà simplement comment aujourd'hui on met en œuvre ces différentes solutions de captage. Xavier, peut-être tu peux nous parler des avantages des différentes énergies au niveau des coûts? Oui, tout à fait. Du coup, on vous a présenté ici des tableaux qui sont des comparatifs économiques. Donc, pour regarder le prix du mégawattheure de chauffage selon son origine, et puis sur une durée que je n'ai plus exactement en tête, ça va être une vingtaine d'années. Donc, ce sont des chiffres qui ont été établis par l'ADEME. Et je ne maîtrise pas complètement toutes les hypothèses, mais ça va être une vingtaine d'années. Oui, c'est 15-20 ans. Merci. Le rapport de 2020. Donc, on a ce que vous voyez sur le graphe de gauche, vous avez une barre horizontale vert clair qui est le coût du gaz, du mégawattheure gaz. Vous avez une barre qui est plus bleue ou violette un petit peu au-dessus, qui est le coût du mégawattheure fuel. Et tout ce qui a été représenté ensuite sur les différentes colonnes
c'est le coût du mégawattheure de chauffage avec des différentes solutions sur énergie renouvelable. Et vous avez en particulier ce qui concerne la géothermie, les pompes à chaleur OO, qui correspondent donc à la troisième colonne. Donc, le message à faire passer, c'est que bien évidemment, en fonction de la réalité du projet, on ne peut pas vous annoncer un coût exact, on est toujours dans une fourchette de coûts. Mais ce qu'on peut constater, c'est que l'ensemble de ces énergies renouvelables, y compris la géothermie, se positionne quand même très bien d'un point de vue économique par rapport aux solutions sur énergie fossile. On peut constater qu'on a peut-être la pompe à chaleur RR, donc la quatrième colonne, qui présente des coûts un petit peu plus élevés que la moyenne, et des chaudières bûches qui peuvent peut-être présenter des coûts un petit peu moins élevés. Mais voilà, une fois encore, c'est pas pour dire qu'il y en a une qui est bien et l'autre qui est pas bien. C'est juste pour vous dire que tous ces coûts sont à peu près dans une même gamme. Donc, au moins pour ce qui est du chauffage domestique, l'argumentaire économique n'est pas nécessairement en faveur des énergies fossiles, même s'il est vrai que le coût d'installation est moindre. Toute la différence se joue donc sur le niveau du coût d'exploitation. Sur le graphique de droite, c'est à peu près la même chose qui est représentée, mais cette fois-ci pour des cibles qui seraient plutôt de type collectivité. Là, on peut constater que les énergies fossiles sont peut-être encore un petit peu moins chères. Et c'est également pour soutenir le développement de cette filière et permettre sa viabilité économique qu'il existe un certain nombre d'aides pour les collectivités et les industriels qui permettent de franchir le pas. Donc, je pense en particulier aux aides du fonds chaleur qui peuvent exister via l'ADEME. Je vois qu'il y a une question qui a été posée sur les solutions de captage et leurs coûts. Martin, est-ce que tu souhaites répondre tout de suite? Écoutez, ouais, on peut peut-être se garder un temps, vu qu'on a passé les diapos dans 2-3 minutes, histoire de terminer la présentation, puis on répond à toutes vos questions, il n'y a pas de souci, on a prévu un temps d'échange. Bon, parfait. Donc, j'en profite pour revenir sur la deuxième question. Pour intervenir, s'il vous plaît, posez bien vos questions dans l'onglet questions, ça nous permet de bien les répertorier pour la fin du webinaire, nous y répondrons à la fin, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Gaël. Et du coup, j'en profite pour répondre tout de suite à la deuxième question. Oui, il ne s'agit pas des coûts d'exploitation, c'est bien le coût total sur la durée donc, de 15 ou 20 ans qui se situe, que je viens de présenter dans ce graphique. Sachant que normalement, si vous partez pour une solution de géothermie, dans 15 ou 20 ans, vous n'aurez pas à reconsentir l'intégralité de l'investissement parce que votre système enterré est là, en gros, pour la même durée de vie que votre bâtiment à chauffer. Voilà, je continue cette fois sur les avantages non économiques. Les avantages non économiques, ce sont... Déjà, d'un point de vue des usages, on en trouve. C'est une solution qui permet de chauffer et de refroidir l'ensemble des bâtiments auxquels nous sommes habitués, à partir d'une énergie renouvelable, et ceci sans prélèvement de matière, ou bien pour être complètement exact, si on est dans le cas de la géothermie sur nappe, comme présenté tout à l'heure par Martin, on prélève de la matière, mais on réinjecte aussitôt toute cette eau en n'ayant absolument pas modifié sa qualité, si ce n'est peut-être sa température, puisqu'on aura extrait ou réinjecté des calories selon si on veut faire du chauffage ou du refroidissement. Modification minime qui se dissipera assez rapidement, d'une part avec le temps et d'autre part avec l'écartement au forage.
Ensuite, c'est également des avantages de type écologique, environnementaux, puisque pour faire tourner de la géothermie, c'est une solution de géothermie, on vient alimenter une pompe à chaleur en électricité. Et l'intérêt, c'est que la pompe à chaleur géothermique au haut va utiliser beaucoup moins d'électricité que si on était sur un chauffage direct de type effet Joule. Donc typiquement 5 fois moins, 4 à 5 fois moins d'électricité, disons, ce qui permet de diviser par un coefficient similaire les émissions de gaz à effet de serre, d'autant que l'électricité est moins carbonée que les énergies fossiles. Enfin, on fait appel à quelque chose qui est directement sous nos pieds et on fait difficilement plus local, différent plus énergie de proximité que la géothermie, puisque finalement, c'est quelque chose où on exploite beaucoup de chaleur ou de froid, qui sont, on va dire, jusqu'à 10 mètres de l'endroit qu'on cherche à chauffer ou à rafraîchir. Donc, c'est ceci pour vous montrer d'une part la faisabilité économique et d'autre part tous les avantages qu'il peut y avoir à faire de la géothermie sur d'autres critères. Voilà, je vais laisser le mot de la fin pour Martin et Gaël. Alors, on va répondre aux questions, puisqu'on a quelques questions intéressantes, effectivement, sur l'onglet dédié. Une personne demande quel temps est nécessaire pour chacune des installations. Combien de temps faut-il compter pour réaliser chacune des 3 installations proposées et expliquées? Alors, si on décompose les trois solutions de captage, pour donner une idée sur un forage entre 150 et 200 mètres, sans vouloir parler à la place des foreurs, dans l'idée, on fait un forage par jour avec le forage, le déroulement de la sonde et l'injection du coulis dedans. Donc, la machine, pendant une journée, va nous permettre de faire un forage. Ça, c'est si on est sur des profondeurs entre 150 et 200 mètres. Donc, il y a sûrement un ratio sur des sondes qui sont moins profondes. Sur les corbeilles géothermiques, étant donné qu'on est à des profondeurs moindres et à des techniques qui nécessitent pas l'intervention d'un foreur, on peut compter entre 5 et 8 corbeilles installées dans une journée avec le coût d'un engin de terrassement classique. Voilà. Sur le capteur horizontal, là, c'est pareil. Une fois que le plancher est fait en dessous du niveau final, il suffit de dérouler le serpentin et de venir le mettre en place avant de vouloir recouvrir tout ça. Donc, vraiment, chaque technologie a son temps d'intervention et ses avantages ainsi que ses inconvénients. Ok. Concernant les graphiques qui comparaient les coûts de chaque type d'installation, une question est posée si ces comparatifs incluaient l'investissement initial de réalisation. Oui, tout à fait. C'est le principe de ce graphique, c'est de regarder le coût d'installation plus le coût d'exploitation et de voir au bout d'une durée de 15 ou 20 ans combien ça a coûté au total, combien de mégawattheures on a fourni au total, et du coup on présente ce ratio qui prend donc à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Comment se fait-il que les packs RR ont des coûts supérieurs aux autres alors que nous avons des COP de 4? Alors là, pour répondre à cette question, il va falloir entrer dans le détail technique. Les coefficients de performance, ce sont des points normés. Donc, en particulier, pour une pompe à chaleur de type RR, on vient considérer que l'air extérieur est à 7 degrés lorsqu'on veut chauffer. Pour les pompes à chaleur géothermiques de type eau-glycolé-eau, par exemple, on vient considérer qu'on a un fluide qui revient à 0 degré et qui repart à moins 3 degrés. La thermodynamique est telle que plus on fait appel à des températures froides pour faire du chauffage, et moins les rendements sont bons. Ça, c'est un principe de base de la thermodynamique. Cela étant, ce qu'il faut vraiment considérer, ce n'est pas ce point normé, c'est l'évolution des températures toute l'année. Donc, si je reprends maintenant les 2 exemples que je viens de vous donner, dans le cas
d'une géothermie sur sonde avec une pompe à chaleur eau glycolée eau, on n'aura jamais des températures inférieures au régime 0-3 pour des raisons de dimensionnement qui correspondent aux critères de mise en œuvre. Globalement, on estime que la température sera plutôt autour de 7 degrés. À l'inverse, pour les pompes à chaleur RR, quand on a besoin de chauffer le bâtiment, il peut arriver qu'on ait affaire à des températures négatives, voire très négatives. Et donc là, c'est plutôt le contraire. On sera finalement, entre guillemets, rarement au-dessus de 7 degrés. Donc quelque part, si on a un COP de 4 pour les pompes à chaleur RR, c'est que le coefficient ramené à l'année va plutôt être inférieur à 4, alors que si on est sur un COP de 4 pour de la géothermie sur sonde de type eau glycolée eau, on va globalement, ramener à l'année, être au-dessus de 4 sur le fonctionnement réel. Voilà, donc toute la différence ici est de savoir si on regarde une donnée normative ou bien une consommation réelle. J'espère que je n'ai perdu personne dans mon explication qui est à la fois technique et économique. Ensuite, quelle solution technique est la plus adaptée pour permettre à plusieurs bâtiments d'être raccordés, type, par exemple, un ensemble, école, salle polyvalente, mairie, par exemple? Alors, si Xavier, tu me laisses commencer, tu pourras sûrement terminer de façon optimale. Il faut savoir que c'est ce qu'on disait, est-ce que le besoin est uniquement sur du chauffage et est-ce que le besoin est uniquement sur du rafraîchissement de bâtiment ou est-ce qu'il est sur les deux? En fait, ça va définir une puissance et cette puissance-là va du coup définir une implantation avec un nombre de solutions de captage. Pour vous donner un exemple, on peut, sur un bâtiment scolaire, par exemple un collège de 700 élèves, avoir des corbeilles qui vont nous gérer juste la partie rafraîchissement pour l'inconfort du bâtiment sur les périodes chaudes. Mais on peut aussi avoir sur des bâtiments de plus grand volume, par exemple des musées, des champs de sondes avec 100 sondes qui vont à 160 mètres pour venir gérer la partie chauffage. Voilà. Donc, ça dépend du projet, ça dépend de l'approche et de ce qu'on veut que la géothermie amène à ce projet-là. Dans ce contexte, nous avons un service qui est dédié à vous accompagner sur ce type de réponse et étudier votre projet pour vous recommander les solutions les plus appropriées. Existe une comparaison basée sur les ACV de différentes géothermies? Peut-être que Xavier avait quelque chose à ajouter, non, sur les… Pardon, effectivement. Oui, je vais me permettre de terminer à ce niveau. Globalement, il y a quelque chose qui va être extrêmement impactant, qui va également être de savoir de quelle surface on parle et de quel niveau d'isolation on parle, puisque un projet d'énergie, de fourniture d'énergie, est en adéquation avec les besoins énergétiques et du coup, le niveau d'isolation du bâtiment. Maintenant, pour faire extrêmement simple sur ce type de bâtiment, si vous n'êtes pas sur du neuf, ce sera probablement plutôt une solution de forage sur nappe ou sur sonde, en fonction également de la présence d'eau, de son débit et de sa qualité, de sa profondeur d'accès. Voilà. Ce sera vraisemblablement ça, mais c'est sûr que ça mérite d'être vu directement pour pouvoir donner une réponse par rapport à chaque projet. C'est en général. Ok. Existe-t-il des comparaisons basées sur des ACV de ces différentes géothermies? Alors, il existe des ACV qui ont été créés notamment pour anticiper la future réglementation environnementale. Donc, on retrouve ces analyses de cycle de vie auprès d'acteurs comme l'ADEME et je sauf faire de ma part également sur le site de la FPG. Et notamment, entre autres, voilà, nous, en termes de démarche, nos solutions aujourd'hui sont fabriquées avec une analyse de ces ACV-là pour pouvoir répondre aux projets futurs et à ces attentes-là. Pendant qu'on répond aux autres questions, je vous invite à répondre à un petit sondage qui va nous permettre d'affiner nos potentielles autres présentations. Cette présentation a-t-elle répondu à vos attentes? Donc, je vais rentrer le sondage en direct et je vous invite pendant ce temps-là à continuer à poser vos questions. Question suivante. Peut-on imaginer un réseau de chaleur avec de la géothermie et d'autres types de NR?
chaudière bois, par exemple, et quelles en sont les contraintes? Alors, je me lance. Je n'ai pas une grande habitude de ce type de projet. Oui, on peut le faire, tout à fait. C'est des choses, sauf erreur de ma part, qui existent. Oui. Ça existe surtout quand on cherche, globalement, quand on cherche à avoir un réseau divers, donc qui dépasse un certain pourcentage de NR, pour des raisons type de TVA à taux réduit. Sur les contraintes, je dirais que la première contrainte, c'est une contrainte économique. Ensuite, la contrainte technique qui peut exister également porte sur les niveaux de température. Donc, j'en reviens à ce que je disais juste avant. La thermodynamique est telle qu'elle marche d'autant mieux, elle est d'autant plus efficace qu'on a des faibles écarts entre la source, l'endroit où on vient prendre la chaleur, et l'endroit où on utilise cette chaleur. Donc, si on a des solutions ENR de type chaudière bois, par exemple, qui montent à des températures très élevées et qu'on souhaite adjoindre une géothermie, il faudra typiquement se poser la question de la gestion de ces niveaux de température pour que la géothermie fonctionne le mieux possible. Voilà. Maintenant, pour autant, je pense que la principale question, elle est économique avant d'être technique. Et pour compléter tout ça et faire peut-être un lien avec un futur webinaire, l'ADEME avec la MORS et la SPG organise ce vendredi un webinaire à ce sujet-là, voilà, sur les réseaux de chaleur géothermique avec production de chaud et de froid urbain. Donc, si ça peut vous intéresser et si vous avez besoin peut-être de plus d'informations techniques ou économiques, n'hésitez pas à vous y inscrire. Avez-vous des exemples concrets sur le Loiret ou la région à transmettre, des visites possibles ou des exemples? Xavier, tu as peut-être une meilleure visibilité que moi. Oui, pour tout ce qui est exemple type, je vous invite à regarder le site du PRGM et de l'ADEME, géothermie au pluriel.fr. Normalement, on vient recenser sur ce site-là quelques opérations types. Alors évidemment, on ne met pas toutes les opérations, on ne serait pas en mesure de le faire, mais on essaie de faire des focus techniques et économiques sur différentes opérations. Donc c'est tout à fait possible. Et puis sinon, je vous invite à vous rapprocher également de l'ADEME en région Centre-Val de Loire, qui vous redirigera très certainement vers moi, qui est aussi une casquette d'animateur géothermie sur l'ensemble de la région. Il y a une question sur le fluide géothermique et la façon dont il fonctionne avec éventuellement une pompe. Alors, la question, elle est où? Toute solution, est-ce que le fluide géothermique est activé par une pompe ou est-ce qu'il se déplace tout seul? Et bien, du coup, on va avoir un déplacement de ce fluide, hein, si je ne me trompe pas. C'est justement ce qui va permettre de transporter les calories et de venir justement les exploiter au niveau de la pompe à chaleur. Ça dépend de l'installation aussi qu'on a au niveau du géocooling, par exemple. Du coup, je trouve la question tout à fait pertinente. Alors, juste pour que tout le monde parle bien de la même chose, il y a un fluide frigorigène qui est confiné au sein de la pompe à chaleur. A priori, ce n'est pas celui-là dont on parle. Lui, il est mis en action notamment par le compresseur de la pompe à chaleur. Le fluide géothermique, donc soit on est sur une solution de géothermie sur nappe, auquel cas on a une pompe dans le forage qui permet de sortir cette eau de nappe, puis de la réinjecter plus loin. Donc c'est un système en boucle ouverte comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Ou bien sinon, on est sur une autre technologie telle que présentée par Martin, en boucle fermée. Et cette fois, on a un petit circulateur, donc de quelques dizaines de watts, peut-être jusqu'à 1 kilowatt, qui, selon l'ampleur de l'installation, qui va venir mettre en mouvement ce fluide. Ça fait partie des coûts d'auxiliaire
qui sont également à prendre en compte lors du coût total de l'énergie et qui normalement étaient intégrés au graphe qu'on vous a présenté tout à l'heure, au graphe de l'ADEME présenté tout à l'heure. Une question sur des fourchettes de prix éventuelles que vous pourriez communiquer sur l'installation d'une corbeille ou de 10 corbeilles ou de 20 corbeilles par exemple. Et quelle est l'emprise au sol nécessaire pour 10 ou 20 corbeilles? Alors, au niveau des corbeilles, l'idée c'est de se dire que le coût d'une corbeille va se situer à peu près entre 900 et 1000 euros la corbeille. Et au niveau de la mise en œuvre, bah, c'est ce que je vous disais précédemment, ça va être un engin de terrassement, donc c'est à peu près entre 1200 1300 euros la journée, avec lequel on va pouvoir faire 5 à 8 corbeilles installées dans la journée. Donc, ça vous donne des notions, hein, 1000 euros la corbeille, à peu près 1000 euros l'engin pour en poser 6 sur les coûts indicatifs de l'installation. Pour l'emprise au sol, en fait, ce qui est demandé, ce qui est préférable, c'est pour éviter de geler le sol ou pour éviter d'avoir des éléments naturels qui peuvent venir trop proches de ces solutions-là, c'est de les espacer de 4,50 m entre axes. Donc, en grosso modo, on est sur du 20-21 mètres carrés d'emprise au sol. Mais si vous avez des projets spécifiques, il ne faut pas hésiter, hein, que ce soit auprès de Xavier ou auprès de moi, de nous solliciter et on est en capacité de faire une étude indicative de faisabilité et de dimensionner le terrain nécessaire en fonction des différentes techniques de captage géothermique. Merci. Une question sur qu'est-ce que le géocooling? Alors, le géocooling, c'est quelque chose, c'est le gros avantage de la géothermie. Ce sur quoi on n'a peut-être pas été très clair lors de notre présentation, c'est ce qu'était la pompe à chaleur. Quand vous avez besoin de faire du chaud dans le bâtiment, vous allez peut-être devoir alimenter votre réseau de radiateurs à des températures de l'ordre de 40-50 degrés, que sais-je. Vous avez sous vos pieds une ressource qui est naturellement à 10 ou 15 degrés. Et donc, on a une pompe à chaleur qui permet, par tout un système thermodynamique, comme dans le frigo en fait, de modifier ces niveaux de température pour rendre l'application chauffage possible. Lorsque vous avez besoin de faire du froid, la pompe à chaleur peut faire du froid et fonctionner comme une climatisation classique, mais il y a plus malin à faire. Lorsque vous avez besoin de faire du froid, du rafraîchissement en tout cas, dans un bâtiment, c'est vraisemblablement que dehors il fait 30 ou 35 degrés, que dans le bâtiment il fait 25 à 30 degrés, et le sol par contre lui il est toujours à 10 ou 15 degrés. Et comme vous le savez certainement, si vous mettez un milieu chaud en contact avec un milieu froid, vous allez obtenir deux milieux tièdes. Et bien c'est exactement sur ce principe qu'on s'appuie, à savoir que cette fois, la pompe à chaleur ne tourne pas, et donc vous n'avez pas de consommation électrique liée, et que toutes les calories qui sont dans le bâtiment, vous allez pouvoir les évacuer dans le sous-sol. Donc on va simplement avoir un fluide qu'il va falloir faire tourner dans le bâtiment, un deuxième qu'il va falloir faire tourner dans le sous-sol, avec des consommations d'électricité très faibles, et ça va permettre d'évacuer les calories du bâtiment vers le sous-sol, avec donc des consommations d'électricité qui sont pratiquement nulles. Une dernière question. Y a-t-il un risque de gel du sous-sol avec des sondes ou des corbeilles? Ma réponse des géothermiciens, c'est non. Ma réponse on va dire de scientifique, c'est oui, ce risque effectivement existe, mais il existe en théorie. Le principe, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est que si vous avez besoin de chauffer le bâtiment, vous allez prendre les calories dans le sous-sol. Donc si vous prenez le calorie dans le sous-sol, vous le refroidissez, et si vous le refroidissez trop, effectivement, ça pourrait geler. Pour autant, tout l'art du dimensionnement de la géothermie, c'est de mettre exactement ce dont vous avez besoin pour éviter que ça gèle,
pour vous permettre de continuer à avoir tout le temps les températures nécessaires et sans non plus vous en mettre trop, parce que si on en met trop, c'est très intéressant d'un point de vue technique, mais pas du tout d'un point de vue économique. Voilà, donc ma synthèse, c'est en théorie, oui, ce risque existe. Dans la pratique, si vous faites appel à des professionnels qualifiés qui savent dimensionner, non, ça ne se produira pas. Eh bien, on avait... Pour l'installation sur 20 ans, est-ce qu'il y a des risques de mouvement de terrain? Est-ce qu'il y a d'autres potentiels risques? Globalement, une fois que l'installation est en place et que, comme on l'a présenté avant, elle a été dimensionnée correctement, il n'y a plus de risques qui émanent de ce système. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas y avoir un séisme, mais son origine ne serait très certainement pas l'installation de géothermie. Ok, merci. Écoutez, je crois que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions. On va pouvoir conclure ce webinaire. Dans les jours qui viennent, vous allez recevoir le replay et ainsi que la présentation. Merci d'avoir répondu également au sondage. Un certain nombre d'entre vous ont besoin ou ont envie d'en connaître plus techniquement, donc on reviendra vers vous d'une autre façon. Merci d'avoir répondu pour préciser ceci. Je vous laisse conclure, messieurs. Merci. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir été présent et surtout assez dynamique au niveau des questions. Ça nous a permis, avec Xavier, de vous donner le plus de détails possible. Et puis, n'hésitez pas, vous avez affiché nos coordonnées. Hein, donc, si vous avez un projet ou même des questions techniques ou théoriques sur ces solutions-là, nous restons à votre disposition. Xavier, je te laisse le mot de la fin. Merci Martin, et merci à tous. Effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous, que vous soyez maître d'ouvrage potentiel et que vous vous disiez tiens, finalement la géothermie pourquoi pas, ou voire même j'ai l'impression qu'elle a été un peu trop vite expédiée et je voudrais avoir d'autres. Je voudrais savoir si je peux en faire ou pas, malgré ce qu'on m'a dit. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, ou bien que vous soyez également professionnel et que vous soyez intéressé pour poser ce type de système, que vous avez besoin de ressources complémentaires, d'avoir davantage d'informations. Une fois encore, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition et je tiens une fois encore à vous redire que la géothermie, le plus compliqué, c'est de réussir à l'installer proprement avec des gens qui sont qualifiés, et qu'une fois que c'est fait, c'est une technique qui est extrêmement satisfaisante, qui s'oublie complètement et qui permet de répondre aux besoins de chaud comme de froid dans vos bâtiments. Au revoir. Au revoir. Si, au revoir.